La psychiatre n'arrêtait pas de me demander de décrire l'odeur. Elle revenait sans cesse là-dessus, le stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes, comme si le simple fait de pouvoir déterminer la composition exacte de ce que j'avais respiré cette nuit-là pouvait donner un sens à tout ça. Je lui ai dit que c'était un mélange de pourriture, de musc et d'autres choses, quelque chose qui faisait hurler mon cerveau reptilien au prédateur, qui tétanisait chacun de mes muscles alors que je ne voyais encore rien. Elle a noté. Puis elle m'a de nouveau interrogé sur la chronologie, très doucement, de la manière dont on demanderait à un enfant d'expliquer un cauchemar. Ce dont je me souvenais avant le ponceau, ce dont je me souvenais après. Le problème, c'était le milieu, ces heures entre l'inspection de la grille de drainage au crépuscule et mon réveil sous les néons du Peace Health Southwest Medical Center, avec l'épaule droite reconstruite et le dos refermé par 47 points de suture. Le problème, c'est que je me souvenais du milieu, mais chaque fois que j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé pendant ces heures, je voyais son regard changer. Pas de l'incrédulité, pas exactement. Quelque chose de pire, de la pitié. Alors j'ai arrêté d'essayer de lui faire comprendre que les traces autour de l'endroit où les randonneurs m'avaient trouvé n'étaient pas des preuves contaminées. Elles étaient délibérées. Elles formaient des cercles. Et la raison pour laquelle ma radio avait été retrouvée à 20 mètres de là, réduite en morceaux, ce n'était pas parce que je l'avais fait tomber. C'était parce que quelque chose voulait s'assurer que je ne pourrais pas appeler à l'aide. Je dois reprendre depuis le début, expliquer pourquoi j'étais là-bas, comment une simple vérification d'infrastructure a fait que je ne peux plus dormir sans que toutes les lumières de mon appartement de Phoenix soient allumées. Pourquoi je fais un détour de 12 heures pour éviter tout endroit avec une forêt primaire. C'était le 14 octobre 2021. Ça faisait 3 ans que j'étais technicien des systèmes hydriques pour la Gifford-Pinchot National Forest, district des gardes forestiers du Mount Adams. Un travail peu prestigieux, principalement vérifier des ponceaux, tester les niveaux de pH aux traversées de ruisseaux, m'assurer que les infrastructures vétustes sous nos routes forestières n'avaient pas finalement lâché. On m'avait assigné l'inspection d'une série de points de drainage le long de la Forest Road 90, qui longe la Lewis River entre le Swift Reservoir et le confluent de la Muddy River. Du boulot standard. J'avais fait ce trajet une 30aine de fois. C'est une belle région si on sait apprécier l'austérité, des épinettes de Sitka et des pruches de l'Ouest si denses par endroits qu'on ne voit pas à 6 mètres. La rivière une présence constante qu'on entend plus qu'on ne voit. Et en octobre, la lumière meurt tôt, vers 6 heures, écart, 6 heures et demie. Le bureau du district à Randall avait programmé la vérification de 8 ponceaux, en partant du point d'accès sud près d'Eagle Cliff et en remontant vers le nord. Mission en solo. Protocole d'appel radio à 18 heures. Je me souviens avoir pensé que j'aurais fini à 5 heures, que je serais de retour à mon pick-up, en train de réchauffer un reste de chili dans ma caravane à Trout Lake avant le début du match des Mariners. Je me souviens avoir pensé beaucoup de choses qui se sont avérées fausses. J'ai quitté le dépôt du district à 13h47, mon pick-up chargé du matériel habituel, pH mètre, tube de turbidité, carnet avec fiche d'inspection, lampe frontale, pile de rechange, radio portable, téléphone, trousse de premier secours, spray anti-ours et mon Glock 20. L'arme de service pour le terrain, surtout pour les vrais ours. Le 10 minutes vous donne une chance si un ours noir décide de vous tester, même si en 3 ans, je n'avais jamais eu à le dégainer pour autre chose que du tir sur cible. J'ai ajouté quelques barres, Cliff, une gourde Nalgene d'1 litre, un K-Way. La météo annonçait un ciel partiellement nuageux, une température tombant à 42 degrés Fahrenheit le soir, sans précipitation. Je n'avais pas pris d'affaires pour la nuit parce que je ne comptais pas passer la nuit dehors. C'est important.
Je n'ai rien oublié. Je n'étais pas mal préparé. Je lis ça sans arrêt dans les commentaires de blog. Des gens qui disent que j'ai dû m'égarer, tomber en hypothermie, halluciner. J'avais tout ce qu'il fallait pour une inspection de 4 heures. Le trajet de Randall à l'accès sud a pris 40 minutes sur des routes forestières qui n'avaient pas vu d'entretien depuis juillet. La FR 90 est goudronnée par endroits, en gravier à d'autres, et complètement envahie par la végétation, là où la forêt reprend lentement, ce qui ne nous a jamais vraiment appartenu. J'ai croisé 2 autres véhicules pendant tout le trajet, un pick-up du Forest Service qui retournait vers Randall et une Subaru argentée avec des plaques de l'Oregon qui se dirigeait probablement vers l'un des départs de sentier de la Lewis River. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette Subaru était importante. Le couple à l'intérieur serait celui qui me trouverait 3 jours plus tard. Ils diraient au shérif qu'ils avaient vu mon pick-up garé sur l'aire de repos d'Eagle Cliff le premier après-midi et n'y avaient pas prêté attention. Quand ils sont repassés par la même route le 17 octobre et ont vu qu'il était toujours là, ils ont appelé les secours. C'est là que les recherches ont commencé. Mais j'anticipe. J'ai atteint le premier ponceau à 14h33. Je connais l'heure exacte parce que je l'ai noté sur ma fiche d'inspection, comme toujours. Ponceau EC1, borne kilométrique 7.2, tuyau en tôle ondulée de 48 pouces sous la chaussée où passe le Cascade Creek. Le débit semblait normal. Pas d'obstruction par des débris. Aucun signe d'érosion autour de l'entrée. J'ai pris une mesure de pH. 6,8. Tout à fait dans les normes. L'inspection a duré peut-être 12 minutes. J'ai noté un peu de rouille sur l'extrémité aval, rien d'urgent, et j'ai continué. Les bois étaient silencieux. C'est normal en octobre, après le passage des chasseurs de Wapiti, mais avant que l'hiver ne s'installe vraiment. On a ces poches de silence qui semblent plus lourdes qu'elles ne le devraient, mais je travaillais dans les forêts depuis assez longtemps pour ne rien y voir de particulier. Le ponceau EC2 était 3 km plus au nord, un tuyau plus petit de 36 pouces là où un drainage saisonnier rejoignait la route. Je me suis garé sur le bas-côté et je suis descendu pour vérifier le côté de la sortie. C'est là que j'ai vu la première empreinte. Juste là, dans la boue, à côté du ponceau, une empreinte qui m'a fait m'arrêter net, qui m'a coupé le souffle une seconde. Elle mesurait au moins 40 cm de long, peut-être 43, profondément enfoncée dans le sol meuble avec une enjambée qui suggérait quelque chose de lourd. 5 empreintes d'orteils distinctes. La plante du pied était large, le talon plus profond que les orteils. Ça ressemblait vaguement à une empreinte humaine, sauf que c'était bien trop grand et les proportions étaient fausses. Les orteils écartés, le tout ayant plus la forme d'une pagaie plate que de tout ce que j'avais pu voir. Je me suis accroupi à côté, sans la toucher, mon cerveau essayant de cataloguer ce qui pouvait laisser une telle trace. Pas un ours. Les empreintes d'ours sont nettes, les marques de griffes évidentes, les coussinets distincts. C'était autre chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris 3 photos. La lumière n'était pas terrible sous la canopée, mais j'ai pris des gros plans et une photo de référence avec ma botte à côté pour l'échelle. Mes mains étaient stables. Je n'avais pas encore peur, juste perplexe et peut-être un peu excité, parce qu'on ne travaille pas dans des zones sauvages, sans entendre les histoires. Chaque district de gardes forestiers a les siennes. En général, ce sont des conneries, des empreintes de wapiti mal identifiées ou des blagues. Mais parfois, il y a des signalements qui ne correspondent pas au schéma habituel. Des gens crédibles qui voient des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des traces que les biologistes de la faune ne peuvent pas identifier. Le Gifford Pinchot a un passé. Le réseau de tunnels de lave Deep Cave, sur le versant sud du mont St. Lawrence, doit son nom à une troupe de scouts qui a affirmé y avoir fait des rencontres répétées dans les années 1950. La région de Yale, juste au sud de là où je travaillais, a connu une série de signalements à la fin des années 70. Je connaissais le folklore, mais je ne l'avais jamais pris au sérieux. J'ai fini d'inspecter EC2.
J'ai noté l'empreinte dans mon rapport et je suis remonté dans mon pick-up. Il était 15h18. Le ciel avait commencé à s'assombrir, des nuages bas s'installant dans les vallées. J'ai roulé vers le nord en direction du ponceau EC3, qui se trouvait là où la route monte brièvement sur une crête avant de redescendre vers le bassin de la Muddy River. C'est là que j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des branches cassées à hauteur de tête le long du bord de la route, les cassures fraîches, le bois vert exposé, pas gris et altéré. Certaines faisaient 8 cm de diamètre, cassées net. J'ai ralenti, scrutant la lisière de la forêt. Peut-être des dégâts dus au vent, mais il n'y avait pas de vent ce jour-là. La forêt était parfaitement immobile. À EC3, j'ai trouvé 2 autres empreintes, cette fois en amont de la route, là où le talus s'aplanissait en une terrasse naturelle. Même dimension, même configuration des orteils. Elles étaient alignées, se dirigeant vers le nord-est dans un bois plus dense. J'ai pris d'autres photos et cette fois, j'ai mesuré avec 1 mètre ruban de mon kit. 44 cm. L'enjambée entre elles était de plus d'1,80 m. Ceux qui avaient fait ça étaient grands et se déplaçaient avec détermination. J'ai alors remarqué l'odeur pour la première fois, faible mais indubitable. Un musc aigre qui me rappelait un chien mouillé mélangé à des ordures, avec quelque chose de plus piquant en dessous. Ça me faisait pleurer les yeux. J'ai reculé jusqu'à mon pick-up et j'ai fait l'inspection plus vite que le protocole ne l'exigeait, les yeux constamment rivés sur la lisière de la forêt. À 16h05, j'avais vérifié les ponceaux EC4 et EC5 sans incident, mais la lumière commençait à baisser et j'étais en retard sur mon planning. J'aurais dû arrêter, appeler le bureau du district et leur dire que je finirais le trajet demain. Mais il ne me restait que 3 ponceaux et ils étaient tous dans un rayon de 3 km. Je pouvais les faire en 1 heure, 1 heure et demie maximum, et quand même faire mon appel radio de DCUX. Je me suis dit que j'étais efficace. La vérité, c'est que je ne voulais pas revenir. Ces empreintes m'avaient commis mal à l'aise et l'idée de revenir le lendemain, de retourner dans ces mêmes bois silencieux, me semblait pire que de simplement continuer et en finir. J'ai atteint EC6 à 16h47. La lumière devenait mauvaise, cet éclairage gris et plat qui rend la perception de la profondeur difficile. Ce ponceau était un plus grand tuyau de 60 pouces, là où le Cust Hollow Creek passe sous la route. Un endroit que j'avais toujours trouvé troublant, même en plein jour. Le ravin lui-même est une gorge aux parois abruptes, envahie d'aralies épineuses et d'aulnes, le genre de terrain qu'on ne peut pas traverser sans faire de bruit et se faire lacérer. Le ruisseau coule toute l'année, alimenté par des sources plus haut, et il y a toujours ce bruit d'eau qui résonne sur les parois rocheuses. Je me suis garé et j'ai pris ma lampe frontale, même si je ne comptais pas encore l'utiliser. L'inspection ici exigeait que je descende le talus pour vérifier le côté aval, ce qui signifiait perdre temporairement de vue mon pick-up. J'étais à mi-chemin de la pente, m'agrippant à des branches de salal pour garder l'équilibre, quand j'ai entendu le coup. Un son sec et boisé, comme si quelqu'un frappait un tronc d'arbre avec une batte de baseball, mais plus profond. Il a résonné une fois dans le ravin, puis le silence. Je me suis figé. J'ai écouté. Rien. Ni oiseau, ni écureuil, ni bruissement. Juste le ruisseau et les battements de mon propre cœur. Je suis remonté sur la route plus vite que je n'étais descendu. Pas tout à fait en courant, mais presque. Arrivé à mon pick-up, je suis resté là à scruter la forêt, essayant de voir un mouvement dans la lumière déclinante. La température avait chuté de manière notable. Mon souffle formait de la buée. C'est là que j'aurais dû arrêter. J'aurais dû monter dans mon pick-up, retourner à Trout Lake et signaler ce que j'avais trouvé. Laisser quelqu'un d'autre finir le trajet. Mais j'étais si près d'avoir terminé. 2 ponceaux restants.
Et le coup aurait pu être n'importe quoi. Une branche qui tombe, un chasseur au loin. J'avais déjà pris des photos des empreintes. Je ferais un rapport. C'était suffisant. J'ai inspecté EC6 depuis la route, sans prendre la peine de descendre jusqu'à la sortie. Le débit semblait bon vu d'en haut. Je l'ai noté et j'ai continué. Il était 17h23 quand j'ai atteint EC7, un petit tuyau de 30 pouces où un suintement de source traverse la route. C'était l'avant-dernier. J'avais presque fini. J'ai allumé la lampe frontale maintenant, car je ne voyais plus assez bien sans elle. Le faisceau découpait un cône de lumière blanche dans l'obscurité grandissante, illuminant les troncs d'arbres et les fougères, mais rendant, d'une certaine manière, tout ce qui se trouvait au-delà du faisceau plus sombre, plus présent. J'ai fait l'inspection en moins de 10 minutes, noté un débit normal et aucune obstruction. Et je retournais à mon pick-up quand j'ai entendu quelque chose bouger dans les bois sur ma droite. Pas le bruissement d'un petit animal. Des pas lourds, délibérés, qui se rapprochaient. J'ai dégainé mon Glock sans y penser, le pouce retirant la sécurité. Le faisceau de ma lampe frontale a balayé les arbres, n'attrapant que des troncs et des ombres. Les bruits de pas ont cessé. J'ai compté jusqu'à 20, respirant par le nez, essayant de garder la lumière stable. Rien. J'ai reculé jusqu'à mon pick-up, je suis monté, j'ai verrouillé les portes. Je suis resté assis là pendant 2 bonnes minutes, le moteur en marche, à observer la lisière de la forêt. La partie logique de mon cerveau disait « wapiti ». Un wapiti peut faire un bruit énorme en se déplaçant dans les broussailles. Mais les wapitis ne s'arrêtent pas de bouger quand on les éclaire. Ils détalent ou se figent, puis détalent. Ils ne font pas de pause comme si quelque chose réfléchissait à son prochain mouvement. J'ai appelé la permanence du district à 17h41, techniquement en avance pour mon appel de 18h temps. Mais je voulais entendre une autre voix humaine. La personne de permanence était une saisonnière nommée Chris, qui avait commencé en août. Elle avait l'air de s'ennuyer. « Permanence Mount Adams, à vous. »« Permanence, ici WaterTech 7. Appel depuis la FR 90. Je suis à la borne kilométrique 14, plus qu'un ponceau sur le trajet d'aujourd'hui. Tout est dégagé, je devrais avoir terminé dans 20 minutes. Reçu, Tech 7. La météo semble se maintenir pour vous. Quelque chose à signaler ? J'ai hésité. J'ai trouvé des traces inhabituelles sur quelques sites. Ça pourrait valoir une inspection de suivi. Quel genre de traces ? Grande, inconnue. J'ai des photos. Je le mettrai dans mon rapport. Il y a eu une pause. Reçu. Vous avez besoin de quelque chose sur place ? Négatif. Tout va bien. Tech 7, terminé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. La radio semblait solide dans ma main, les coordonnées GPS enregistrant automatiquement ma position à chaque transmission. Ce système était censé nous protéger, censé signifier que même si quelque chose tournait mal, il saurait exactement où chercher. J'ai conduit le dernier kilomètre jusqu'à EC8 avec les phares en plein faisceau, illuminant le tunnel de forêt devant moi. C'était le ponceau que j'étais venu vérifier, celui qui mettrait fin à tout ce que je savais sur le fonctionnement du monde. Il était situé là où la Forest Road 90 descend pour traverser un affluent de la Lewis River, un endroit où le drainage a creusé un ravin naturel d'environ 4,5 mètres de profondeur. Le ponceau lui-même est un tuyau en béton de 72 pouces, l'un des plus anciens du district, installé dans les années 1960. Le protocole d'inspection exige de vérifier l'entrée et la sortie, de tester le débit et de rechercher des dommages structurels ou une accumulation de sédiments. C'est normalement un travail de 30 minutes. Je me suis garé sur le bas-côté à 17h58. Nuit noire maintenant, le genre d'obscurité qu'on ne trouve que sous une canopée de forêt primaire, par une nuit nuageuse. Ma lampe frontale et les phares du pick-up étaient les seules lumières à des kilomètres à la ronde. J'entendais le ruisseau couler à travers le ponceau.
un flot constant d'eau qui semblait plus bruyant qu'il n'aurait dû. J'ai attrapé mon carnet, mon kit de pH et une lampe de poche en plus de la lampe frontale. J'ai laissé le Glock dans le pick-up parce que j'avais besoin de mes 2 mains et que je n'allais être qu'à 20 mètres. Cette décision m'a probablement sauvé la vie, même si ce n'est pas ce que je ressens. Le côté de l'entrée avait l'air en bon état. Pas de débris, bon débit, le béton montrant son âge mais structurellement solide. J'ai pris des notes, une mesure de pH dans le cours d'eau en amont du ponceau. L'eau était si froide que j'en avais mal à la main. Je pouvais voir mon souffle dans le faisceau de ma lampe frontale, d'épais nuages de condensation. Il devait faire dans les 38 degrés Fahrenheit, plus froid ici dans le ravin où l'air froid s'installait. Je travaillais vite, voulant en finir. Une dernière vérification du côté de la sortie, et je pouvais rentrer chez moi. J'ai traversé la route pour aller là où le talus descend vers la sortie. C'est là que l'odeur m'a de nouveau frappé, si forte qu'elle m'a fait pleurer les yeux et m'a serré la gorge. Ce même musc pourri, mais concentré, frais, comme si je me tenais sous le vent de quelque chose qui venait juste d'être là. J'ai balayé le faisceau de ma lampe frontale le long de la pente et je les ai vus. Des traces partout, tout autour de la sortie, dans la boue à côté du ruisseau, sur le talus, des empreintes fraîches avec de l'eau suintant encore dans les creux. Certaines se chevauchaient, comme si quelque chose avait fait les 100 pas, tournant en rond. La plus grande empreinte, que je pouvais voir clairement, mesurait au moins 45 cm de long. Ma radio était attachée à ma ceinture. J'aurais dû le signaler tout de suite. J'aurais dû remonter dans mon pick-up et partir. Mais je devais documenter ça. J'avais besoin de photos assez nettes pour prouver que je n'imaginais pas des choses. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos, essayant d'avoir la bonne échelle, de capturer la profondeur des empreintes. Mes mains tremblaient maintenant, et ce n'était pas à cause du froid. C'est là que j'ai entendu la respiration. Pas le vent, pas le ruisseau. Une respiration. Des inspirations profondes et rythmées, venant de quelque part dans l'obscurité, hors de portée de ma lampe frontale. Je me suis redressé lentement, le téléphone toujours à la main, et j'ai tourné sur moi-même. Le faisceau a balayé les arbres, le tuyau de sortie, l'autre rive du ruisseau. Rien. Mais la respiration continuait, plus proche maintenant. Je pouvais entendre l'humidité dedans, le son de l'air se déplaçant dans une grande voie respiratoire. Quelque chose de grand, quelque chose de très proche. J'ai reculé vers la route, sans courir, un instinct me disant que la course déclencherait une poursuite. Ma lampe frontale a capté un mouvement dans ma vision périphérique et je me suis retourné brusquement. Il y avait une forme debout dans les arbres, de l'autre côté du ruisseau, à peut-être 12 mètres. Grande. Facilement 2,40 mètres, peut-être plus. Large d'épaules. Le faisceau de la lampe n'était pas assez puissant pour distinguer les détails, mais je pouvais voir la silhouette, voir qu'elle était couverte de poils ou de fourrure sombre, voir qu'elle ne bougeait pas, juste debout, là, m'observant. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça. Quelques secondes, peut-être une minute. Mon cerveau essayait de faire entrer ce que je voyais dans des catégories qu'il comprenait. Un ours debout, une personne en costume, un tronc d'arbre mal identifié. Mais rien de tout ça ne collait. Les proportions étaient fausses pour un ours, trop grand, les épaules trop larges, les bras trop longs. Et ça respirait. Je pouvais l'entendre clairement maintenant, un faible halètement qui résonnait dans ma poitrine. Puis ça a bougé. Un pas en avant, dans le ruisseau, l'eau éclaboussant autour de ce que je pouvais maintenant voir être des jambes, pas des membres postérieurs. Bipède. Un autre pas. L'odeur s'est intensifiée, perçant l'air froid. Ma main est tombée sur ma ceinture où ma radio aurait dû être à portée de main. Mais à la place, mes doigts ont tâtonné le clip, et ce petit mouvement,
cette minuscule rupture d'immobilité, a tout changé. La chose a foncé. Pas en chargeant à quatre pattes comme un ours. Elle a couru debout à travers le ruisseau, l'eau explosant autour de ses jambes, couvrant les 12 mètres qui nous séparaient en peut-être 3 secondes. La vitesse était impossible. Rien d'aussi grand ne devrait bouger aussi vite. J'ai eu le temps de lever les mains, le temps de me détourner, puis quelque chose m'a percuté par derrière. Pas de là où la chose se trouvait, d'un angle différent. Ils étaient deux. L'impact m'a projeté en avant, hors du talus, dévalant la pente. Je me souviens de ma tête heurtant quelque chose de dur, un rocher, une racine, et le monde devenant blanc de douleur. Je me souviens avoir essayé de me relever, mes mains griffant la boue et le gravier. Je me souviens d'un son comme je n'en avais jamais entendu. Une vocalisation qui était à la fois un rugissement et un cri, venant de quelque part au-dessus de moi. Et je me souviens de quelque chose agrippant ma veste, le tissu se déchirant, des griffes ou des mains, ou quelque chose entre les deux, raclant mon dos à travers ma chemise. Une douleur si vive et immédiate que mon corps s'est éteint, et je ne pouvais ni crier, ni bouger, ni rien faire d'autre que de me rouler en boule et d'attendre que ça se termine. Mais ça ne s'est pas terminé. Il y avait un poids sur moi, une pression écrasante sur mon épaule droite, que j'apprendrai plus tard être ma clavicule se brisant en 2 endroits. Il y avait des bruits tout autour de moi, des respirations, des vocalisations, quelque chose qui ressemblait à une communication entre eux deux, des allers-retours. Des grognements et des halètements bas qui avaient un rythme et un motif. Ils se coordonnaient. L'un me maintenait au sol pendant que l'autre tournait autour, et à travers la douleur, le choc et la certitude absolue que j'allais mourir, cette seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Ils travaillent ensemble. Ils décident quoi faire de moi. Ce n'est pas aléatoire. Je ne me souviens pas de m'être évanoui. Je ne me souviens pas de leur départ. Mon souvenir suivant est celui de moi essayant de remonter le talus dans le noir. Ma lampe frontale disparue, mon bras droit inutile, me traînant dans la boue avec ma main gauche, tandis que mon dos me donnait l'impression d'être en feu. Je pouvais goûter le sang. J'ai dû faire 3 mètres avant de m'effondrer à nouveau. J'entendais le ruisseau. J'entendais le vent dans les arbres. Je n'entendais rien d'autre. Ils étaient partis. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là. Assez longtemps pour que le froid commence à engourdir mes extrémités, assez longtemps pour que la douleur passe de vive à une pulsation lointaine, assez longtemps pour que mes pensées se fragmentent en observations décousues. Les étoiles étaient sorties. Je pouvais les voir à travers les trouées de la canopée. Orion était levé, ce qui signifiait qu'il était plus de minuit. Mon téléphone avait disparu. Ma radio avait disparu. J'avais lâché les 2 pendant l'attaque. Mon pick-up était quelque part au-dessus de moi, mais je ne pouvais pas voir ses phares. J'ai essayé d'appeler, mais ma voix est sortie en un murmure, la gorge trop sèche, trop abîmée. Le souvenir clair suivant est la lumière du jour. Une faible lumière grise filtrant à travers le brouillard. J'étais toujours sur le talus, à mi-chemin entre le ruisseau et la route, couché sur le côté. J'ai essayé de bouger et la douleur dans mon épaule m'a fait vomir. Rien n'est sorti, sauf de la bile. J'avais été là toute la nuit. La température était tombée dans les 30 degrés Fahrenheit et j'aurais dû être en hypothermie, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours conscient. Je respirais toujours. J'ai réussi à me rouler sur le dos et c'est là que j'ai vu ma chemise, ce qu'il en restait. Le tissu était déchiqueté de mon omoplate droite jusqu'au bas de mon dos, et à travers les déchirures, je pouvais voir du sang, séché et noir par endroits, encore humide à d'autres. 4 entailles parallèles, trop longues pour des griffes, trop précises pour des dommages aléatoires. Quelque chose m'avait délibérément tranché le dos avec assez de force pour couper une veste en jean, une chemise en flanelle et la peau.
J'ai fait une autre tentative pour atteindre la route. Je me suis mis à genoux. Je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, il était plus tard, le brouillard plus épais, et j'entendais quelque chose bouger dans les bois, des branches qui se cassaient, les mêmes pas lourds que j'avais entendus la veille. Ça revenait, il revenait. J'ai essayé de bouger plus vite et mon corps ne répondait pas. Mon bras droit pendait à un angle bizarre. Mes jambes semblaient déconnectées. J'ai réussi à ramper encore 1,50 m avant que le mouvement dans les bois ne s'arrête. J'ai levé les yeux et je l'ai vu, debout au bord de la route, à peut-être 20 mètres. En plein jour, à travers le brouillard, je pouvais le voir clairement pour la première fois. La taille était écrasante. Au moins 2,70 m, peut-être plus, couvert de poils bruns rougeâtres foncés, emmêlés et épais sur le torse, plus fins sur le visage et les paumes. Le visage. Bon sang, le visage. Pas humain, mais pas animal non plus. Une arcade sourcilière proéminente, un nez plat, une bouche trop large. Des yeux couleur ambre, fixés directement sur moi. Il se tenait parfaitement immobile, sa respiration visible dans l'air froid, et nous nous sommes regardés. J'attendais qu'il me charge à nouveau, qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Mais il est juste resté là, et après ce qui m'a semblé 1 heure, mais qui a probablement duré 30 secondes, il s'est retourné et s'est éloigné. Sans se presser, nonchalamment, comme s'il avait confirmé ce qu'il avait besoin de savoir et s'était désintéressé. Je me suis encore évanoui et quand je me suis réveillé, on me déplaçait. Des voix au-dessus de moi. Une femme qui disait « Oh mon Dieu, encore et encore. » Un homme qui disait « Ne le bougez pas, appelez le 911, il est en état de choc. » J'ai essayé de leur dire que quelque chose était dans les bois, mais rien n'est sorti. Des mains sur moi, douces mais pressantes. Une couverture, la veste de quelqu'un. L'homme me demandant ce qui s'était passé, et moi essayant d'expliquer pour le ponceau, mais les mots sortant mal. J'ai entendu des sirènes finalement. Proches, puis de plus en plus proches. Des gyrophares rouges et bleus clignotant à travers le brouillard. Une ambulancière au visage jeune découpant ce qui restait de ma veste, ses yeux s'écarquillant quand elle a vu mon dos. Je l'ai entendu dire quelque chose à la radio à quelqu'un, une terminologie médicale que je n'ai pas comprise. Puis la morphine a atteint mon sang et tout s'est adouci, la douleur s'estompant pour devenir quelque chose de gérable, la forêt basculante et tournoyant jusqu'à disparaître. Je me suis réveillé au Peace Health Southwest Medical Center à Vancouver, Washington, 18 heures plus tard. C'était le 17 octobre, 6h30 du matin. Mes parents étaient là. Le shérif du comté de Skamania était là. Un médecin dont je n'ai jamais su le nom. Ils m'ont dit qu'on m'avait trouvé sur la Forest Road 90, à environ 70 mètres au nord du ponceau E.C. White, gisant en partie sur la chaussée. Un couple de Portland, Jason et Amanda Weber, revenait d'une randonnée sur le Lewis River Trail et avaient failli me percuter. Ils avaient appelé le 911 à 14h47 le 16 octobre. J'étais porté disparu depuis environ 44 heures, bien que le dernier contact documenté soit mon appel radio à 17h41 le 14 octobre. Le shérif m'a demandé ce dont je me souvenais. Je lui ai parlé de l'inspection du ponceau, des traces, de la chose dans les bois, de l'attaque. Il a tout noté dans un petit carnet, le visage neutre, sans me contredire mais sans vraiment valider non plus. Quand j'ai fini, il m'a dit qu'ils avaient trouvé mon pick-up, là où je l'avais laissé, les clés toujours sur le contact, la portière conducteur ouverte. Ils avaient trouvé mon téléphone dans le lit du ruisseau en dessous du ponceau, l'écran brisé, mais la carte SD intacte. Ils avaient trouvé ma radio à 20 mètres en amont de l'endroit où les Weber m'avaient découvert. Elle avait été écrasée, pas comme si elle était tombée ou qu'on avait marché dessus, mais délibérément compressée,
le boîtier en plastique fracturé en morceaux, le compartiment des piles détruit. Ils avaient photographié la scène et recueilli ce qu'ils ont appelé des preuves contaminées, ce qui signifiait qu'ils avaient trouvé des traces, mais ne pouvaient pas déterminer si elles provenaient de l'équipe de recherche et de sauvetage, des Weber ou d'autres choses. Le médecin m'a dit que j'avais une fracture comminutive de la clavicule droite nécessitant une ostéosynthèse, 4 lacérations sur le haut du dos et l'omoplate droite, allant de 20 à 33 cm de long et pénétrant jusqu'à la couche de graisse sous-cutanée, de multiples contusions compatibles avec un traumatisme contondant, une légère hypothermie et une commotion cérébrale. Quand j'ai demandé ce qui aurait pu causer les lacérations, il a marqué une pause. Il était chirurgien traumatologue depuis 23 ans, avait vu des blessures d'accidents de voiture, d'équipements industriels, d'attaques d'animaux. Il m'a dit que les blessures ne correspondaient pas au schéma de prédateur connu. Pas un ours. L'espacement était incorrect. Pas de marque de griffe au point d'entrée. Et la profondeur était incohérente avec la façon dont les ours mutilent. Pas un cougar. Mauvais angle, mauvaise configuration. Il avait consulté un biologiste de la faune du Washington Department of Fish and Wildlife qui avait examiné les photos et convenu que le schéma de blessure était anormal. Le shérif, debout à côté de mon lit d'hôpital, a dit qu'il gardait l'esprit ouvert sur ce qui s'était passé. Il l'a dit très prudemment, comme s'il essayait de ne pas me traiter de menteur, mais sans s'engager à me croire non plus. Ils m'ont laissé sortir après 5 jours. L'opération s'était bien passée, mais les lésions nerveuses de mon épaule droite étaient permanentes. J'aurais une amplitude de mouvement limitée, des douleurs chroniques, probablement de l'arthrite plus tard. J'ai été mis en congé maladie par le Forest Service, d'abord pour 6 semaines, puis prolongé à 3 mois. L'enquête sur mon incident est restée ouverte mais inactive. Le bureau du shérif a déposé un rapport qui concluait à une attaque d'animal inconnu, espèce indéterminée. Le Forest Service a émis un avis pour l'arrière-pays dans la zone de la FR 90, suggérant une prudence accrue et recommandant de se déplacer en groupe. Il a été retiré après 2 semaines, quand rien d'autre n'a été signalé. La carte SD de mon téléphone avait survécu à l'immersion dans le ruisseau. Les photos que j'avais prises des traces aux ponceaux EC2 et EC3 étaient intactes mais floues, la lumière trop faible et la mise au point trop mauvaise pour être utiles comme preuve. Les photos que j'avais prises à EC White étaient corrompues, ne montrant que des artefacts numériques et une distorsion des couleurs. Un spécialiste en récupération de données que j'ai payé $300 m'a dit que les entêtes des fichiers avaient été endommagées, probablement à cause du choc lorsque le téléphone a heurté les rochers. Je lui ai dit que j'avais pris au moins 8 photos, des clichés nets et clairs, des traces et de la zone de la sortie. Il m'a montré les métadonnées. Seuls 3 fichiers images existaient à partir de cet horodatage, et tous 3 étaient irrécupérables. Je suis retourné travailler en janvier 2022. Il m'avait réaffecté à des tâches de bureau, gestion de bases de données et compilation de rapports, rien ne nécessitant de travail sur le terrain. J'ai tenu 6 semaines. Je ne supportais pas la façon dont les autres techniciens me regardaient, les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle de pause, le chef de district qui me prenait à part pour me demander si j'avais envisagé de parler à quelqu'un, en précisant bien que « quelqu'un » signifiait un thérapeute. J'ai présenté ma démission fin février, invoquant une retraite pour raison médicale. J'avais 34 ans. Le blogueur de Portland qui a publié mon histoire était un type nommé Derek Chen, spécialisé dans les faits divers étranges de la région et les signalements de cryptides. Il m'a interviewé autour d'un café à Vancouver en mars, a tout enregistré et l'a publié sur son site Pacific Northwest Unexplained, début avril. L'article était respectueux, incluait les photos qui n'étaient pas corrompues, interviewait les Weber qui confirmaient m'avoir trouvé sur la route
et présentait la chronologie sans embellissement. Il a été partagé sur quelques forums Bigfoot, discuté dans un podcast paranormal, et a attiré peut-être 20 000 vues avant de sombrer dans les archives. La plupart des commentaires étaient encourageants. Certains suggéraient que j'avais été attaqué par un sans-abri drogué. Certains disaient que j'étais tombé et que j'avais inventé l'histoire de la créature pour cacher ma honte. Une personne a dit qu'elle avait vu quelque chose de similaire près de la Wind River en 2018 et ne l'avait jamais signalé, parce qu'elle savait que personne ne la croirait. J'ai déménagé à Phoenix en mai 2022. Mes parents vivaient à Scottsdale, et l'idée d'être près de ma famille, pendant que je réfléchissais à ce que j'allais faire du reste de ma vie, semblait meilleure que de rester dans le nord-ouest, où chaque lisière de forêt faisait grimper mon rythme cardiaque. J'ai trouvé du travail en analyse SIG à distance pour une société de conseil en environnement privé. Le salaire était correct. Je n'avais pas besoin de sortir. Les cauchemars ont commencé environ 3 mois après l'attaque et ils ne se sont jamais vraiment arrêtés. Pas toutes les nuits, mais assez souvent. Parfois, je suis de retour au ponceau. J'entends la respiration dans l'obscurité et je cours mais mes jambes ne bougent pas. Parfois, je suis à l'hôpital et le médecin me montre des radiographies de quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. Quelque chose qui ne devrait pas être là, et quand je baisse les yeux, je peux le voir bouger sous ma peau. Parfois, je suis dans mon appartement de Phoenix et j'entends des coups sur du bois à l'extérieur de ma fenêtre. 3 impacts secs. Et quand je regarde à travers les stores, je vois une silhouette debout sur le parking, des yeux ambrés reflétant la lumière du lampadaire. Je ne fais plus de randonnée. Je ne peux plus. L'odeur de la sève de pin me donne la nausée. J'ai annulé un voyage pour rendre visite à des amis en Oregon, parce que l'itinéraire traversait des forêts, et j'ai eu une crise de panique dans la voiture rien qu'en y pensant. Je vois une thérapeute toutes les 2 semaines, une femme nommée Dr Sarah Patel, spécialisée dans le SSPT. Elle m'a aidé à comprendre que le traumatisme ne suit pas la logique, que mon cerveau essaie de me protéger de menaces perçues, même si je suis objectivement en sécurité dans une ville du désert à 2000 km de Gifford Pinchot. Nous avons travaillé sur la thérapie d'exposition. Elle m'a fait regarder des photos de forêt, puis des vidéos. La prochaine étape est censée être la visite d'un parc avec des arbres. Je ne l'ai pas encore fait. Il y a des choses que je n'ai pas dites au shérif. Des détails qui semblaient trop étranges, trop spécifiques pour être inclus sans avoir l'air complètement fou. La façon dont les 2 créatures semblaient communiquer entre elles pendant l'attaque. Ces grognements et halètements bas qui avaient un motif et un sens. La façon dont celle qui m'observait sur la route le lendemain m'a regardé. Pas avec l'évaluation d'un prédateur comme un cougar, jauge sa proie, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité ou de la reconnaissance. Le fait que ma radio n'était pas seulement cassée, mais systématiquement détruite, le compartiment des piles écrasé séparément du boîtier principal, comme si quelque chose l'avait démonté avec ses mains. Je ne lui ai pas dit que lorsque les ambulanciers ont découpé mes vêtements dans l'ambulance, ils ont trouvé de la boue sur ma poitrine et mon ventre, qui ne correspondait pas à la composition du sol où j'étais allongé sur le talus. J'avais vu les mottes tomber sur le brancard, plus sombres et plus argileuses que tout ce qu'il y avait autour du ponceau. L'un des ambulanciers l'avait mis dans un sac comme preuve potentielle, mais je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais vu mentionné dans aucun rapport. Quand j'ai interrogé le shérif à ce sujet lors d'un appel de suivi, il a dit qu'il n'avait aucune trace d'échantillon de sol prélevé. Je ne lui ai pas dit que 3 mois après avoir déménagé à Phoenix, j'ai reçu une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran imprimée d'un piège photographique, horodaté du 15 octobre 2021, 3h47 du matin. L'image montrait une section de route forestière qui ressemblait à la FR 90, bien que je ne puisse en être certain.
Au centre du cadre se trouvait une silhouette, massive et droite, prise en pleine foulée. La résolution était trop mauvaise pour distinguer les détails, mais la taille était indubitable. Au dos de l'impression, quelqu'un avait écrit au crayon « Vous n'êtes pas le seul ». Je ne sais pas qui l'a envoyé. J'ai appelé le bureau de poste de Portland d'où elle avait été postée, mais ils n'ont rien pu me dire. Je l'ai montré à la docteure Patel lors de notre séance suivante, et elle m'a demandé ce que j'avais ressenti en la recevant. Je lui ai dit que je me sentais moins seul, mais aussi plus terrifié, parce que si d'autres personnes avaient vu ces choses, avaient des preuves d'elles, et que ces preuves n'avaient toujours rien changé, n'avaient toujours pas poussé une autorité à prendre les signalements au sérieux, alors à quoi bon? Il existe une base de données des personnes disparues tenue par le National Park Service qui recense les personnes ayant disparu dans les parcs et forêts nationaux. J'ai passé des heures à la parcourir, à regarder les cas de la Gifford Pinchot. Depuis 1950, il y a eu 42 disparitions non résolues dans les limites de la forêt. Des gens qui se sont éloignés de campements ou de départs de sentiers et n'ont jamais été retrouvés. Certaines sont probablement explicables. Des randonneurs qui sont tombés dans des ravins, se sont égarés, ont succombé à l'exposition. Mais certaines ne le sont pas. Comme Rachel Morrison, une biologiste de la faune qui a disparu en juin 2003 alors qu'elle menait une étude sur la chouette tachetée dans la région de Dark Divide, à environ 25 km de l'endroit où j'ai été attaqué. Son équipement a été retrouvé à son dernier point d'étude. Sa radio a été retrouvée 3 jours plus tard, à 400 mètres de là, écrasée. Ou David Chen. Aucun lien avec le blogueur. Un ouvrier d'entretien des sentiers qui a disparu en août 2015, près du lac Taklak. Son pick-up a été retrouvé avec le moteur en marche, la portière conducteur ouverte. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son collègue a dit aux enquêteurs que David avait mentionné avoir vu de grandes traces près d'un de leurs chantiers la veille de sa disparition. Je ne dis pas que je sais ce qui est arrivé à ces gens. Je ne dis pas qu'il y a un lien. Je dis que je comprends maintenant pourquoi certaines questions n'ont pas de réponse que quiconque veut entendre. Les gens des podcasts me contactent encore parfois. Habituellement, je ne réponds pas. Il y a eu un gars qui anime une émission appelée Field Reports, qui a été respectueux et persistant. J'ai finalement accepté de lui parler en août 2023. Nous l'avons fait par Zoom, moi dans mon appartement à Phoenix, lui dans son studio quelque part, dans le Colorado. Il a posé de bonnes questions. N'a pas insisté quand j'ai dit que je ne voulais pas parler des détails spécifiques de l'attaque. M'a demandé ce que je voulais que les gens retiennent de mon histoire. Je lui ai dit que je voulais qu'ils comprennent qu'il y a des endroits dans ce pays où la nature est encore authentiquement sauvage, où existent des choses que nous n'avons pas cataloguées et que nous ne comprenons pas. Je lui ai dit que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence et que la raison pour laquelle nous n'avons pas de corps ou d'image claire n'est pas parce que ces choses n'existent pas, c'est parce qu'elles sont assez intelligentes pour nous éviter et parce qu'elles vivent dans un terrain hostile, vaste et largement inexploré. Je lui ai dit que mon histoire est l'une des centaines, peut-être des milliers, de rencontres similaires qui sont rejetées parce que les preuves physiques n'atteignent jamais tout à fait le seuil de ce que la science exige, mais que cela ne rend pas les expériences moins réelles pour les personnes qui les ont vécues. Il m'a demandé si j'y retournerais un jour. Je lui ai dit non. L'épisode a été diffusé en septembre. Il a eu pas mal de téléchargements. Certaines personnes ont commenté que je semblais crédible. D'autres ont dit que je souffrais clairement de délire post-traumatique. Une personne a dit qu'elle avait travaillé pour le Forest Service en Oregon et avait entendu des histoires similaires d'autres employés, toujours officieusement, toujours avec la compréhension que si vous déposiez un rapport officiel sur la vision de quelque chose d'inexpliqué, votre carrière était effectivement terminée. Je pense beaucoup à ça. La pression institutionnelle pour ne pas voir
Ne pas signaler, ne pas faire de vagues. La façon dont le shérif m'a regardé à l'hôpital, prenant des notes, mais ne croisant jamais vraiment mon regard. La façon dont mon chef de district a formulé son inquiétude pour ma santé mentale, indiquant clairement que le problème n'était pas ce que j'avais vécu, mais le fait que j'en avais parlé. La façon dont l'article de Derek Chen a disparu de la première page des résultats de recherche en un mois, enfoui sous des milliers d'autres histoires de Bigfoot, de canulars et de photographies floues. Je pense à la chose debout sur la route qui m'observait. La façon dont elle m'a regardé, comme si elle prenait une décision. J'ai repassé ce moment dans ma tête des centaines de fois, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle n'a pas fini ce qu'elle avait commencé la nuit précédente? La seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'elle en avait fini avec moi. Je n'étais pas une menace. Je n'étais pas de la nourriture. J'étais juste quelque chose qui s'était aventuré sur son territoire et qui avait besoin d'une leçon. La leçon était « c'est notre espace, et vous n'êtes ici que parce que nous le permettons ». Parfois, au milieu de la nuit, quand je ne peux pas dormir, j'ouvre Google Maps et je zoome sur la Gifford-Pinchot National Forest. Je suis la Forest Road 90 vers le nord, depuis Eagle Cliff jusqu'à l'endroit où elle traverse le confluent de la Muddy River. Je regarde l'étendue verte des forêts, les fils bleus des ruisseaux et des rivières, les lignes topographiques indiquant les crêtes et les vallées. C'est beau d'une manière abstraite, un motif de nature sauvage, préservé et protégé. Et je pense à ce qu'il y a là-dedans, dans les espaces entre les sentiers, les routes et les terrains de camping. Les endroits où la canopée est si épaisse que la lumière du soleil ne pénètre jamais complètement. Les ravins trop abrupts pour être exploités. Les peuplements de forêts primaires qui poussent depuis avant l'arrivée des colons blancs, avant que les peuples autochtones ne racontent des histoires autour du feu sur les hommes sauvages des bois. Je pense à deux créatures coordonnant une attaque sur un être humain. Je pense à une intelligence qui comprend suffisamment bien les outils pour détruire une radio afin qu'elle ne puisse pas être utilisée pour appeler à l'aide. Je pense à une espèce qui a appris à éviter les pièges photographiques et l'imagerie thermique qui laisse des traces mais jamais assez de traces, qui a été vue par des milliers de personnes au fil des décennies, mais jamais clairement photographiée ou capturée. Et je pense que ce niveau d'évasion requiert non seulement une ruse animale, mais quelque chose qui s'approche de la pensée stratégique. La docteure Patel m'a demandé récemment si j'avais trouvé une forme de paix avec ce qui s'est passé. Je lui ai dit que j'avais trouvé un arrangement. J'ai appris à vivre avec. La douleur dans mon épaule est gérable avec des médicaments. Les cicatrices sur mon dos sont épaisses et noueuses, mais elles ont guéri. Les crises de panique sont moins fréquentes. Je peux fonctionner. Mais la paix? Non. Comment faire la paix avec la connaissance que le monde contient quelque chose qui ne devrait pas exister? Quelque chose que toutes les autorités institutionnelles insistent pour dire que ce n'est pas réel, et que vous l'avez touché, avez été touché par lui, marqué par lui de façon permanente. J'écris ceci maintenant parce que Derek Chen m'a contacté le mois dernier. Il ferme son blog, passe à d'autres projets. Il voulait savoir si je voulais bien qu'il garde mon histoire dans les archives ou si je préférais qu'il la supprime. Je lui ai dit de la garder, de la laisser là. Peut-être que quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose de similaire la trouvera et se sentira moins seul. Peut-être que quelqu'un qui prévoit de travailler sur le terrain dans la Gifford-Pinchot la lira et décidera d'emmener une personne supplémentaire ou reconsidérera le travail en solo dans des zones reculées. Peut-être que ça n'aura aucune importance. Mais je veux que ce soit consigné de la petite manière dont un article de blog compte comme un document. Je veux qu'il soit documenté que le 14 octobre 2021, je suis allé vérifier un ponceau sur la Forest Road 90 dans le district des gardes forestiers
du Mount Adams, de la Gifford Pinchot National Forest. J'ai trouvé des traces que je ne pouvais pas identifier. J'ai été attaqué par quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai été gravement blessé, au point de nécessiter une intervention chirurgicale. Et quand j'ai essayé de signaler ce qui s'était passé, j'ai été accueilli par le scepticisme, le rejet et la pression institutionnelle silencieuse pour laisser tomber. Je n'ai pas laissé tomber. Je ne peux pas. C'est en moi maintenant, la connaissance de ce qui est là dehors. Ça a changé ma façon de voir le monde. Je pensais que la nature sauvage était neutre, dangereuse de la même manière que la météo. Le terrain ou la faune sont dangereux, mais fondamentalement indifférentes. Maintenant, je sais que c'est faux. Il y a des choses dans la nature qui sont conscientes de nous, qui nous observent, qui prennent des décisions à notre sujet. Et nous sommes sur leur territoire, que nous le reconnaissions ou non. La guérison physique a pris 6 mois. La guérison psychologique est en cours, probablement pour toute la vie. Certaines nuits sont pires que d'autres. Certains jours, je peux passer des heures sans y penser, mais c'est toujours là, un bourdonnement de fond de conscience que je porte avec moi. La connaissance que je suis passé très près de la mort dans ces bois, et la seule raison pour laquelle ce n'est pas arrivé, c'est que quelque chose a décidé de me laisser vivre. Je rêve parfois d'y retourner. Pas au Ponceau, pas à cet endroit précis, mais dans le nord-ouest en général. La pluie me manque, le vert me manque. La qualité particulière de la lumière à travers une forêt primaire me manque, l'odeur de l'air après une tempête. Mais les rêves se terminent toujours de la même manière. Je suis debout au début d'un sentier, sac au dos, prêt à partir, et je ne peux pas me résoudre à faire le premier pas. Mon corps ne bouge pas, et je me réveille dans mon appartement de Phoenix, le cœur battant, l'épaule douloureuse, et la certitude que si jamais j'y retournais, si jamais je retournais dans des bois profonds, quelque chose m'attendrait. La docteure Patel dit que c'est la façon dont mon esprit me protège, en créant une barrière psychologique contre une retraumatisation potentielle. Elle dit que c'est normal. Elle dit qu'avec le temps et une thérapie continue, je pourrais être capable de surmonter ça. Mais je ne pense pas qu'elle comprenne. Je ne pense pas que quiconque n'ayant pas vécu ça puisse comprendre. Ce n'est pas une peur irrationnelle. C'est de la reconnaissance de forme. C'est mon cerveau qui traite une expérience très réelle et en tire la conclusion logique. Si j'y retourne, ça pourrait se reproduire. Et la prochaine fois, je n'aurai peut-être pas la chance d'être retrouvé. Les Weber, Jason et Amanda, le couple qui m'a trouvé, ont envoyé une carte à l'hôpital pendant ma convalescence. Ils disaient qu'ils étaient heureux que je sois en vie et espéraient que je guérirais vite. Il y avait une note manuscrite d'Amanda en bas. On a failli ne pas s'arrêter. La route était vide quand on est monté ce matin-là. Et quand on est redescendu et qu'on a vu quelque chose sur la route, Jason voulait juste le contourner. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté pour qu'on vérifie. Je suis contente qu'on l'ait fait. J'ai gardé cette carte. Je l'ai déménagée avec moi de Washington en Arizona. Elle est dans un tiroir de mon bureau, et parfois quand le doute s'insinue. Quand je me demande si j'ai exagéré ce qui s'est passé, si je m'en souviens mal, si peut-être tous les sceptiques ont raison et que je suis juste tombé et que j'ai été confus, je la sors et je la lis. Ils m'ont trouvé. J'étais vraiment là, vraiment blessé. C'est vraiment arrivé. Il y a un jeu auquel je joue avec moi-même, que la docteure Patel trouve malsain, mais je le fais quand même. Je vais sur Reddit, sur les forums Bigfoot, sur les divers forums de discussions paranormaux, et je lis les récits de rencontres d'autres personnes. La plupart sont manifestement fabriqués ou des erreurs d'identification. Mais de temps en temps, il y en a un qui sonne vrai. Des détails trop spécifiques, trop bizarres, trop peu spectaculaires pour être inventés.
comme cette femme dans le nord de la Californie qui a rapporté avoir entendu des coups près de son camp pendant 3 nuits d'affilée avant qu'un rocher de la taille d'une balle de softball n'atterrisse dans son foyer, lancé de quelque part dans l'obscurité au-delà de sa tente. Ou ce chasseur de wapitis dans le Montana qui a décrit avoir été suivi par quelque chose qui maintenait exactement son rythme, restant juste hors de vue dans une forêt épaisse, sur plus de 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il retourne à son pick-up. Ou ce pompier du Forest Service dans l'Idaho qui a vu quelque chose de massif traverser une ligne de feu la nuit, droit et délibéré, non dérangé par les flammes. Je ne commande jamais ces publications. Je ne contacte jamais ces personnes. Mais je lis leurs histoires et je reconnais les mêmes notes que dans la mienne. Le rejet institutionnel, les preuves perdues ou corrompues, le sentiment d'être complètement seul avec une expérience qui défie toute explication normale. Et je me demande combien nous sommes à porter ces histoires, à essayer de donner un sens à quelque chose qui ne rentre pas dans le récit approuvé de ce qui est possible. Ma sœur a appelé la semaine dernière. Elle organise une réunion de famille pour l'été prochain, veut la faire quelque part dans le Pacifique Nord-Ouest parce que c'est là que nous avons grandi, là où la plupart de notre famille élargie vit encore. Elle a suggéré la Columbia River Gorge, peut-être louer un grand chalet, faire de la randonnée. Je lui ai dit que je ne pourrais pas venir. Elle a insisté. Ça fait 3 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Éviter toute la région? N'est-il pas un peu extrême? Je ne savais pas comment lui expliquer qu'il ne s'agit pas de passer à autre chose. Il s'agit de respecter ce que j'ai appris. Je suis allé dans ces bois en pensant que je les comprenais, en pensant qu'avec le bon équipement et la bonne formation, j'étais en sécurité. J'en suis reparti en sachant que j'avais eu tort, en sachant que la sécurité était une illusion, en sachant qu'on m'avait permis de survivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on dépasse, c'est quelque chose qu'on intègre et qui nous refaçonne. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'irai pas, mais j'y penserai. J'imaginerai ce que ce serait de conduire vers le nord depuis Phoenix, à travers le Nevada et l'Oregon, en regardant le paysage passer du désert à la forêt de pins. J'imaginerais m'arrêter sur l'I-84, à Wood River, sentir à nouveau cet air vert et humide, voir les sommets volcaniques à l'horizon. J'imaginerais que ça ne me pose pas de problème, que je suis capable d'en profiter comme avant. C'est une belle fantaisie. Ça restera une fantaisie. L'indemnisation de l'assurance accident du travail du Forest Service est arrivée en janvier 2023, assez pour couvrir mes frais médicaux et me fournir un petit matelas pendant que je réfléchissais à ma prochaine carrière. Il n'y avait aucune reconnaissance de responsabilité, aucune reconnaissance qu'ils auraient peut-être dû exiger des systèmes de binôme pour le travail sur le terrain isolé ou de meilleurs protocoles d'urgence pour les techniciens seuls. Juste un chèque et un formulaire de décharge. Je l'ai signé, j'ai déposé l'argent. J'ai essayé de ne pas penser à ce que cela signifiait, que le coût de mon expérience pouvait être quantifié et soldé par de la paperasse. J'ai toujours les photos de mon téléphone qui ont survécu, les clichés flous des traces à EC2 et EC3. Je les ai fait analyser par 3 experts différents en pistage. Je les ai envoyés à un primatologue de l'Arizona State University. Je les ai postés sur des forums spécialisés. Le consensus est frustrant de vague. Grand bipède inconnu, possiblement un ours debout, mais les proportions sont atypiques. Détails insuffisants pour une identification définitive. Un expert, un pisteur qui a travaillé avec des communautés autochtones du Nord-Ouest, m'a dit officieusement qu'il avait déjà vu des empreintes similaires. Il a dit que le peuple Salish a des noms pour ce qu'il est fait, a des histoires qui remontent à des siècles. Il a dit que le refus de la science occidentale de reconnaître ce qui est documenté à travers les cultures et les époques en dit plus sur nos limites épistémologiques que sur ce qui existe réellement. Puis il m'a demandé de ne pas lui attribuer la citation
car il est en lice pour une titularisation et ne peut pas se permettre les dommages professionnels. Cette conversation me reste en tête. L'idée que nous avons construit ces cadres rigides pour ce qui compte comme connaissance, ce qui compte comme preuve, et que tout ce qui n'y correspond pas est rejeté, peu importe le nombre de personnes qui le signalent, la cohérence des rapports, le détail des observations. Je pense à toutes les observations du Pacifique Nord-Ouest, des milliers remontant à plus de 100 ans, de bûcherons, de randonneurs, de chasseurs et de scientifiques. Toutes rejetées parce que nous n'avons pas de corps. Comme si l'absence d'un cadavre annulait chaque témoignage oculaire, chaque trace, chaque échantillon de poils, qui revient comme étant celui d'un primate inconnu. Je n'en suis plus amer. Je l'ai été, pendant longtemps. En colère contre le shérif pour la façon dont il a pris ma déposition, en colère contre le Forest Service pour leur indifférence bureaucratique, en colère contre la communauté scientifique au sens large pour son refus d'enquêter sérieusement sur quelque chose qui ne correspond pas à leur modèle. Mais la colère demande une énergie que je n'ai pas. Maintenant, je l'observe simplement, je note les schémas, je comprends que c'est ainsi que les systèmes se protègent des vérités dérangeantes. Il y a un passage dans un livre que j'ai lu récemment sur le traumatisme et la mémoire. L'auteur explique que lorsque nous vivons quelque chose qui contredit fondamentalement notre compréhension de la réalité, notre cerveau doit choisir, intégrer la nouvelle information et restructurer notre vision du monde, ou rejeter l'expérience comme aberrante et préserver le cadre existant. La plupart des gens choisissent la deuxième option car elle est moins perturbatrice. Le coût est que l'expérience non intégrée devient une écharde, un corps étranger que la psyché essaie sans cesse d'expulser mais ne peut pas entièrement déloger. Ça m'a parlé. Je sens l'écharde. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas dormir certaines nuits. La raison pour laquelle j'évite les forêts. La raison pour laquelle je vérifie les serrures de la porte de mon appartement 3 fois avant de me coucher, même si je suis au 3e étage d'un immeuble au milieu d'une ville désertique. Mon cerveau sait que je suis en sécurité ici. L'écharde s'en fiche. La docteure Patel veut que je travaille à créer de nouvelles associations avec la nature, à créer des expériences positives qui peuvent rivaliser avec le traumatisme. Elle a suggéré que je commence par quelque chose de petit, un jardin botanique, peut-être, ou une réserve naturelle locale avec de larges sentiers et beaucoup d'autres personnes autour. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas fait. L'idée de me mettre volontairement dans un environnement qui se rapproche d'une forêt, même une forêt publique et entretenue, déclenche une réaction physique que je ne peux pas contrôler par la parole. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient superficielle, les paumes deviennent moites. Ce n'est pas un choix, c'est autonome. Ce que je fais à la place, c'est lire. Je suis devenu un expert amateur en cryptozoologie, en biologie de la faune, en pistage, en survie en milieu sauvage, en modalité de traitement du SSPT. J'ai lu tous les livres sérieux sur la recherche sur Bigfoot, Sasquatch, Legend Meets Science de Meldrum, The Discovery of the Sasquatch de Bindernagel, les travaux de Krantz des années 70. J'ai aussi lu la littérature sceptique, les explications sur pourquoi chaque observation est soit une erreur d'identification, soit un canular. Je comprends les arguments. Je ne les trouve simplement plus persuasifs. Pas après ce que j'ai vécu. Il y a un chercheur en British Columbia, un type qui collectionne des moulages d'empreintes depuis 40 ans. Il en a plus de 300, tous montrant des caractéristiques anatomiques cohérentes, des crêtes dermiques, des schémas de flexion des orteils, des cassures médiotarsiennes qui n'existent pas dans les empreintes humaines. Il les a soumis à des podologues légistes qui confirment que la biomécanique est légitime, que ce ne sont pas des pieds humains déguisés ou des empreintes fabriquées. La communauté scientifique ignore son travail, pas parce qu'il est méthodologiquement peu solide, parce qu'il pointe vers une conclusion qu'elle n'est pas prête à accepter. C'est ce que j'ai appris en fait.
que les preuves n'ont pas d'importance si la conclusion est trop inconfortable, que le contrôle institutionnel est plus puissant que les données empiriques, que vous pouvez avoir des milliers de témoins, des centaines d'artefacts physiques, des décennies de rapports cohérents, et que ce ne sera toujours pas suffisant si la chose rapportée remet en question les hypothèses fondamentales sur ce qui est possible. J'ai pensé à écrire un récit plus long, pas pour publication, juste pour moi. La Dr Patel a suggéré que ce pourrait être thérapeutique, une façon de traiter et d'extérioriser pleinement l'expérience. J'ai commencé une douzaine de fois, écrit quelques pages et arrêté. C'est difficile de revisiter ça avec autant de détails. L'acte d'écrire le ramène avec une vivacité qui est écrasante. Je peux sentir la forêt, je peux sentir le froid, je peux entendre cette respiration dans l'obscurité. Peut-être que c'est le but. Peut-être que je dois rester avec cet inconfort jusqu'à ce qu'il devienne moins écrasant. Ou peut-être que je ne suis pas encore prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Ce n'est pas grave non plus. Il n'y a pas de calendrier pour ça. Pas d'itinéraire prescrit à travers le traumatisme. Je fais ce que je peux. Mes collègues de la société de conseil ne savent rien de tout ça. Ils savent que j'ai travaillé pour le Forest Service, que je suis parti à cause d'une blessure. Ils ne connaissent pas les détails. Je suis juste le type calme qui fait du bon travail en SIG et ne vient pas aux apéros. Ils ont arrêté de m'inviter. Ça me va. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès d'eux. Je n'ai pas besoin de leur compréhension ou de leur scepticisme. Ce dont j'ai besoin, je le découvre lentement. La routine aide, la structure aide, la prévisibilité de mon appartement, de mon trajet, de mon travail, le paysage désertique qui n'a pas d'arbres assez grands pour cacher quoi que ce soit, le ciel grand ouvert. Certains pourraient trouver ça morne, mais je trouve ça réconfortant. Le désert a une forme d'honnêteté. Ce qu'on voit, c'est ce qui est là. Pas d'ombres assez profondes pour dissimuler quelque chose de massif. Pas de son qu'on ne peut pas situer. Juste la chaleur, la roche et le silence. Je suis allé tirer le mois dernier, pour la première fois depuis l'attaque. Un pote du travail m'a invité à un stand de tir en dehors de Phoenix. J'ai failli dire « non, mais quelque chose m'a poussé à y aller ». J'ai loué un Glock 20, le même modèle que je portais sur le terrain. J'ai tiré une centaine de cartouches. Mon épaule droite me faisait mal après, mais je pouvais encore tirer avec précision. La mémoire musculaire était intacte. Ça m'a fait du bien de savoir que je pouvais encore le faire si nécessaire. Non pas que je prévoie d'en avoir besoin, mais la capacité est là. Les rêves ont changé dernièrement. Avant, c'était des rediffusions littérales de l'attaque, des recréations exactes jusqu'aux détails spécifiques. Maintenant, ils sont plus abstraits. Je suis dans un bâtiment avec des couloirs sans fin, cherchant une sortie, et j'entends des coups sur du bois résonner quelque part dans la structure. Ou je suis dans la maison de mon enfance, et je réalise que les murs sont couverts d'écorce au lieu de papier peint. Et quand je la touche, ma main en ressort collante de sève. La Dr Patel dit que cela représente ma psyché qui traite le traumatisme de manière plus symbolique, ce qui est en fait un progrès. Je ne suis pas sûr que ça ressemble à un progrès. J'ai l'impression que mon subconscient a trouvé de nouvelles façons d'être terrifié. Mais je suis toujours là, toujours fonctionnel, toujours en train de travailler, de payer mes factures, de maintenir des relations avec ma famille, même si elles sont tendues. Ma mère appelle tous les dimanches, demande toujours comment je vais, a toujours l'air inquiète, même quand je lui dis que je vais bien. Je pense qu'elle sait que je ne vais pas bien, mais elle n'insiste pas. Mon père n'appelle pas aussi souvent, mais quand il le fait, nous parlons de choses normales, sport, politique, réparation qu'il fait sur leur maison. Il me traite comme si j'étais la même personne qu'avant. J'apprécie ça même si ce n'est pas vrai.
Je ne suis pas la même personne. La personne qui a conduit jusqu'à la Forest Road 90 cet après-midi d'octobre était confiante dans sa compréhension du monde, à l'aise dans la nature. Certaine que les choses inexpliquées que les gens signalaient n'étaient que des malentendus, que le monde était entièrement cartographié, catalogué et connu. Cette personne n'existe plus. La personne que je suis maintenant sait mieux. Sait qu'il y a des lacunes dans nos connaissances si grandes qu'on pourrait s'y perdre. Sait que la certitude est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Si je pouvais parler à cette version antérieure de moi-même, je ne sais pas ce que je dirais. N'accepte pas la mission? Porte-toi malade ce jour-là. Mais ça semble faux aussi, comme si j'étais toujours destiné à me retrouver à ce ponceau à ce moment précis, comme si la trajectoire était fixée et que la seule variable était la façon dont je gérerais ce qui viendrait après. Et je le gère, pas avec grâce, pas facilement, mais je suis toujours là. Ça compte pour quelque chose. La chose que je ne peux pas concilier, la pièce qui ne s'intègre parfaitement dans aucun cadre que la docteure Patel propose, c'est le moment sur la route où la créature m'a regardé et s'est éloignée. Il y avait de l'intelligence dans cette décision, pas de l'instinct, pas du hasard. Elle a choisi de ne pas me tuer, et je ne sais pas pourquoi. Parfois, je pense que c'était de la pitié, bien que cela nécessite d'attribuer un cadre moral à quelque chose qui ne devrait pas en avoir. Parfois, je pense que c'était de l'indifférence, que j'avais cessé d'être intéressant ou menaçant. Parfois, je pense que c'était un message. On m'a laissé vivre pour que je puisse raconter aux autres ce qui s'est passé, pour que je puisse porter cette connaissance hors de la forêt et ajouter ma voix aux milliers d'autres qui ont essayé d'avertir les gens. Et nous sommes tous ignorés, rejetés, marginalisés. Alors à quoi bon? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste le tissu cicatriciel sur mon dos, la douleur dans mon épaule et les souvenirs qui ne s'effacent pas. J'ai la connaissance que quelque chose existe dans les forêts du Pacifique Nord-Ouest que les sources officielles disent ne pas pouvoir exister. Et j'ai le reste de ma vie pour trouver quoi faire de cette connaissance. Pour l'instant, je suis à Phoenix. Le soleil se couche derrière les Superstition Mountains, peignant le ciel d'orange et de violet. Mon appartement est climatisé et sécurisé. Mon travail est à distance et prévisible. Je suis en sécurité ici, aussi en sécurité qu'on peut l'être. Et chaque nuit, quand j'éteins les lumières, je vérifie les serrures 2 fois et j'écoute les bruits qui n'ont pas leur place. Je le ferai probablement toujours. Voilà mon histoire. Voilà ce qui est arrivé à Tyler Osman, technicien des systèmes hydriques pour la Gifford Pinchot National Forest, du 14 au 17 octobre 2021. Faites-en ce que vous voulez. Croyez-y ou non. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce qui est là dehors. Et je sais que je n'y retournerai jamais.